Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. « 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. » Et on retrouve Yvan Rioufol. Bonjour. Bonjour Maude. Yvan Rioufol, on a assisté à des événements assez choquants à Amsterdam, de véritables affrontements entre deux communautés. Et jeudi, le match de foot France-Israël va se dérouler sous haute protection. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette situation, Yvan Rioufol ? C'est l'expression supplémentaire de notre effondrement. Israël a déconseillé à ses ressortissants d'aller à ce match sous haute tension. Il y aura 4000 policiers et gendarmes pour protéger de possibles assauts islamistes ou pour empêcher des démonstrations, comme il y a pu y en avoir au Parc des Princes, d'une propagande pro-palestinienne qui avait, au Parc des Princes, déployé ce qu'ils appellent un tifo, c'est-à-dire une énorme banderole où Israël même avait disparu de la carte qui a été présentée. Donc cela montre naturellement cela montre ce qu'est devenue la France, c'est-à-dire un pays où les Juifs ne sont plus en sécurité. Les Juifs n'étaient plus en sécurité sous l'occupation nazie, ils ne sont plus en sécurité aujourd'hui sous cette nouvelle occupation islamiste. Voilà ce que cela dit. Cela dit que la France est devenue un pays où la rue arabe est devenue une donnée sociologique, une donnée culturelle, mais aussi une donnée politique et une donnée sécuritaire. La rue arabe est devenue aussi importante en France qu'elle l'a été, comme vous l'avez rappelé, par exemple à Amsterdam, où l'on a vu effectivement, à l'issue du match entre l'Ajax d'Amsterdam et le Maccabi de Tel Aviv, des chasses aux Juifs dans les rues d'Amsterdam, là où était née Anne Frank. Voilà, cela dit ceci, cela dit l'effondrement de la gauche, l'effondrement de la droite, et cela dit la grave responsabilité de la gauche, pardon de ce lapsus, c'est-à-dire que la gauche nous avait dit qu'on allait vivre un retour aux années 30, en désignant l'extrême droite comme étant la cause de ce retour aux années 30. Nous vivons en effet un retour aux années 30 dans la mesure où aujourd'hui, être juif devient dangereux en France, mais ce retour aux années 30 est dû précisément à cette alliance entre l'extrême gauche et cet islam radical. Voilà, cela dit ceci. Donc, c'est une situation qui est la conséquence d'une inconséquence, d'une inconséquence collective, la conséquence collective d'une politique qui s'est ouverte d'une manière irrationnelle à tous les bons sentiments de l'antiracisme, du respect des droits de l'homme, de l'état de droit, de toutes ces valeurs dont se réclame maintenant notamment cet islam totalitaire pour se développer en toute quiétude en France. Et il est à remarquer que tous les arguments qui sont maintenant posés par ces islamistes-là, c'est de se réclamer de l'antiracisme, se réclamer des droits de l'homme, se réclamer de l'état de droit. Et moi, je tiens notamment SOS Racisme dans les années 80 comme premier responsable de cette déliquescence, dans la mesure où SOS Racisme, par ses très bons sentiments, qui étaient de dire de ne touche pas à mon pote, c'est-à-dire laisse celui qui est différent de vous, laissez celui qui est différent de vous s'exprimer, a rendu précisément inexprimable les moindres suggestions afin que ces nouvelles minorités s'adaptent, s'intègrent à la société française, au prétexte on aurait vu là des manières discriminatoires de vouloir imposer un modèle à des peuples nouveaux. Voilà, on vit ceci. Et donc, moi, ça me révolte depuis très longtemps, mais c'est une situation que Macron lui-même a aggravée. Il l'a aggravée par ses ambiguïtés vis-à-vis d'Israël et par son mélanchonisme, si je puis dire, dans la mesure où lui aussi a tenté de vouloir amadouer tout un nouvel électorat issu de l'immigration, un électorat musulman qui est perméable aujourd'hui, en effet, à la propagande palestinienne et qui est perméable pour partie à ce nouvel antisémitisme islamique. Et je fais procès à Emmanuel Macron de ne pas avoir fait barrage précisément à ce phénomène. Je rappelle tout de même que c'est lui qui a refusé, il y a 1 an et demi,
de participer à la grande manifestation contre l'antisémitisme en pensant que cette manifestation allait Être un soutien. était un soutien indirect, oui, pardon, Ouais. était un soutien indirect porté à la rue arabe. C'est quand même Emmanuel Macron qui a cautionné le boycott d'Israël au salon Euro-Naval. C'est Emmanuel Macron qui a réclamé l'arrêt des ventes d'armes. C'est lui qui a parlé de stratégie barbare, parlant de la manière dont dont Netanyahou devait se défendre, l'État d'Israël devait se défendre. Donc, on voit que Macron a alimenté tout un discours de ressentiment qui permet également à l'antisémitisme aujourd'hui de se déployer sous le faux nez de l'antisionisme. Et donc, voilà, Macron est responsable également de tout ceci. Et je remarque que la Hongrie, aujourd'hui, se tourne vers Viktor Orban, qui était Oui. considéré le premier des antisémites, afin de pouvoir organiser des matchs impossibles, soit en Belgique, la Belgique a délocalisé son dernier match en septembre en Hongrie, soit effectivement la Hongrie la Hongrie qui a accueilli le dernier match qui devait se faire entre la Belgique et la France, ou la Hongrie, je ne sais plus, pardon, je suis un petit peu cafouilleux ce matin. Je pourrais même Pour pas vous montrer. dire parce que je ne suis pas suffisamment cette actu sportive. Moi non plus, je maîtrise mal tous ces trucs de football, mais enfin, en tout cas, c'est du foot qui vraiment résonne maintenant d'une manière très politique Ouais. et qui montre en tout cas que la Hongrie devient un refuge également pour tous les Juifs, en tout cas quand ils veulent jouer au football et plus encore. Et donc, cela pose problème de savoir ce que nous sommes devenus. Il faudrait prendre Viktor Orban pour exemple en France. Pourquoi pas? Moi, je suis de ceux qui ne veulent pas se résoudre à la facilité de diaboliser Viktor Orban. Je remarque en effet qu'il a été considéré comme, parce qu'il s'opposait à la société ouverte, il a été caricaturé comme étant un opposant à la société ouverte, etc. Moi, je pense qu'au contraire, que Viktor Orban est dans le sens de l'histoire. Il a compris que la priorité était de protéger des peuples et des nations, et c'est ce que fait la Hongrie, qui devient un refuge pour les Juifs. Encore une fois, je ne vois que ceci. Cela me devrait ébranler beaucoup d'observateurs. Et puis, je remarque surtout, et cela vient alimenter ma théorie sur le retour des parias, le retour en scène des parias. Je remarque que Orban devient un exemple pour beaucoup, comme Trump, après sa spectaculaire victoire, devient un exemple pour beaucoup, après avoir été considéré comme étant la bête noire de la bien-pensance. Et donc, il y a tout ce revirement historique qui apparaît aujourd'hui, où l'on se rend compte que tous ceux qui étaient considérés comme inaudibles, et parce qu'ils s'émancipaient du conformisme et du politiquement correct, deviennent précisément précurseurs d'une nouvelle politique à développer. Et donc, moi, je regarde avec attention, effectivement, les premiers pas de Donald Trump, qui me semble porter avec lui une vision révolutionnaire, en effet, de ce que sera la société, portée également par Viktor Orban et par tous ceux qui jusqu'alors étaient indésirables, en effet. Car il me semble que la politique d'aujourd'hui se fera se fera en liaison directe avec le nouveau peuple qui cherche une expression politique à travers ses nouveaux représentants. Cela dit, je remarque malgré tout qu'il y a un grand paradoxe, parce que les Français, qui sont comme les Américains, qui vivent la crise sociale et existentielle de la même manière que la vivent les Américains, les Français sont à 76% très réticents vis-à-vis de la personnalité de Donald Trump. Donc, malgré tout, mon raisonnement achoppe sur ce sondage-là, que je comprends mal, parce que je comprends bien qu'on pourrait refuser la personnalité de Donald Trump. Je comprends mal qu'on ne comprenne pas que Donald Trump, malgré tout, est le révélateur d'une crise existentielle, d'une crise sociale qui parcourt, je l'avais dit la semaine dernière, je crois, ici même, qui parcourt les deux continents. Et donc, il me semble qu'il y a une urgence à rompre avec ce vieux monde que nous propose maintenant Orban, Donald Trump et tous les affreux d'alors, si je puis dire. Or, je remarque qu'il y a encore en France une grande réticence
à aborder les sujets qui sont maintenant abordés très librement par Orban ou par Trump. J'ai entendu Bruno Retailleau, qui pourtant est très libéré du politiquement correct. C'était vendredi dernier à Marseille lorsqu'il présentait son plan contre les cartels de la drogue, qui n'a pas émis une critique, enfin qui n'a pas émis une suggestion sur l'immigration et sur l'urgence qu'il y aurait à contrôler les frontières, singulièrement pour contrôler les flux des trafics de drogue notamment et de l'emprise des cartels de la drogue. J'ai entendu Didier Migaud annoncer qu'il ne pourrait pas construire les 15 000 places de prison promises, mais qu'en même temps, il n'envisageait même pas d'avoir à expulser le quart des prisonniers dans des prisons françaises qui sont de nationalité étrangère et qui donc pourraient, pourquoi pas, faire leur peine dans leur pays d'origine en libérant précisément les places qui manquent, etc. Et donc, où que je tourne mon regard, je ne trouve pas pour l'instant le Trump français. Alors je vois bien que l'on me suggère Philippe de Villiers, pourquoi pas, je ne suis pas sûr qu'il ait ça en tête. On me suggère Éric Zemmour, en effet, il laisse comprendre que lui aussi était un paria et que lui aussi pourrait bénéficier de la rédemption des parias dont je vous ai parlé. Mais en même temps, je trouve qu'il se perd encore trop inutilement à régler des différends avec Marine Le Pen. Et ce que je vois plutôt, c'est que ce sont des personnalités féminines qui émergent et qui donneraient peut-être un espoir précisément à un réveil français. Je vois Sarah Knafo, je vois Marion Maréchal, je vois Marine Le Pen, bien entendu. Je vois toutes ces femmes qui émergent et je les vois de la même manière qu'elles avaient émergé lors de la crise des Gilets jaunes. C'est un parallèle que j'ai fait dans mon blog d'hier parce que j'ai trouvé ça en effet assez amusant. J'avais remarqué que lors de la crise des Gilets jaunes en 2018, c'était les femmes qui avaient lancé le mouvement. Elles s'appelaient alors Priscilla Ludowski, Jacqueline Moureau, Laetitia Deval, Mélodie Miranda, etc. Et donc il y a, me semble-t-il, au cœur précisément de la société féminine, si je puis dire, beaucoup plus de courage que l'on pourrait en trouver chez nos hommes politiques ou nos aspirants hommes politiques. Oh bah c'est vrai ce que vous dites, Yvan Rieffel. Je partage voilà, à 100%. C'est un message que je vous lance. Merci beaucoup, Yvan Rieffel. Pardon d'avoir été un peu obscur tout à l'heure dans mes propos. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, mais on parle de foot et vous voyez, moi-même, lorsque j'en parle, c'est un enfer. Donc, bah écoutez, merci beaucoup, Yvan Rieffel. Et je vous demanderai si vous avez regardé le match la semaine prochaine. On fera un petit débrief tous les deux. Merci, Yvan Rieffel. À la semaine prochaine.